Le Texas ne s'est pas réveillé avec le soleil, il s'est réveillé avec une trahison. Tandis que le ciel se teintait encore de rouge au-dessus des pâturages, une bombe silencieuse éclatait à des milliers de kilomètres. La Chine fermait brusquement ses ports à toute la viande de bœuf américaine. Aucun avertissement, aucun communiqué, juste des portes métalliques qui se refermaient et des codes douaniers qui cessèrent de répondre. Des centaines de millions de dollars de viande restaient piégés entre les continents, flottant dans des conteneurs sans destination, comme des cadavres gelés d'un rêve qui, jusqu'à hier, semblait éternel. Dans les ranchs du Texas, du Nebraska et du Kansas, les téléphones ne cessaient de sonner. Et tous répétaient la même phrase avec un mélange de colère et de peur. Ils ont tout annulé. L'histoire, pourtant, ne commence pas aujourd'hui. Il y a 20 ans, une épidémie d'encéphalopathie spongiforme bovine a semé la peur et placé la viande nord-américaine sous le sceau du soupçon. Des marchés qui semblaient inépuisables se sont fermés du jour au lendemain. Des vétérinaires fédéraux examinaient les étiquettes à la loupe. Des usines de conditionnement entières ont été écartées faute de confiance sanitaire. Pendant des années, les États-Unis ont dû reconstruire leur réputation, kilomètre par kilomètre de chaînes d'approvisionnement. Traçabilité, tests, audit conjoint, séparation par âge et régime alimentaire, tous ces mots sont devenus une routine dans des ranchs où auparavant il suffisait d'engraisser les bêtes et de les vendre aux plus offrants. Et pourtant, la récompense en valait la peine. L'urbanisation de la Chine, l'expansion de sa classe moyenne et le changement de ses habitudes alimentaires promettaient ce qu'aucun éleveur ne voulait manquer. Un marché de centaines de millions de consommateurs exigeant une protéine de haute qualité. En 2024, ce rêve semblait réalisé. Les ventes de bœuf américains à la Chine dépassaient 1,2 milliard de dollars. Les cargos quittèrent les ports du Golfe et de la côte ouest pleins à craquer. À Amarillo, Dodge City et Grand Island, les opérateurs investissaient dans de nouvelles lignes de découpe axées sur les morceaux premium prisés à Shanghai, Shenzhen et Chengdu. Les feedlots ajustaient les régimes pour améliorer le persillage. Les abattoirs élargissaient les tunnels de surgélation rapide. Les compagnies d'assurance créaient des couvertures spécifiques pour la chaîne du froid transocéanique. Dans les conférences agroalimentaires, on parlait d'expansion. Pas de risque. Les dernières non-restrictions sanitaires héritées de l'ère de la vache folle étaient considérées comme condamnées à disparaître. Rien ne laissait présager que le sol allait se dérober sous les pieds de l'industrie en moins d'un an. Tout a changé lorsque la Maison-Blanche, en janvier 2025, a imposé de nouveaux droits de douane punitifs sur les véhicules électriques chinois, accompagnés d'un discours de sécurité nationale appliqué aux batteries, aux puces de puissance et aux logiciels de conduite. À première vue, voitures et steaks n'ont rien en commun. Mais dans l'équilibre géopolitique moderne, chaque mesure déclenche des répercussions croisées dans des secteurs apparemment sans lien. Pékin avait besoin d'une réponse qui blesse les États-Unis sans provoquer de crise alimentaire interne ni renchérir des importations critiques comme le soja. Le bœuf remplissait toutes les conditions, produits visibles, chaîne de fournisseurs concentrés dans des États politiquement sensibles, forte valeur à la tonne, remplaçable à court terme par un mélange de sources alternatives et de protéines locales. La décision a été prise sans éclat. Pas de conférence de presse, pas de menaces publiques. Les feux verts des terminaux douaniers chinois se sont simplement éteints. En l'espace d'une semaine, plus de 150 000 tonnes de bœuf américain, d'une valeur estimée à environ 500 millions de dollars, ont été bloquées dans des chambres frigorifiques flottantes, des conteneurs réfrigérés allumés sur des quais congestionnés ou entreposés sans date de libération. Les inspections sanitaires ne sont passées de simples formalités à des procédures exhaustives s'étalant sur plusieurs jours. Des certificats acceptés sans objection pendant des années faisaient désormais l'objet de vérifications supplémentaires. Des lots entiers ont reçu des demandes de documents rétroactifs impossibles à produire dans les délais commerciaux. Certains conteneurs ont été détournés vers des ports secondaires. D'autres sont simplement repartis vers le Pacifique sans être déchargés. Le message était clair, représailles stratégiques. En quelques jours, plus de 526 millions de dollars de commandes ont été annulées ou redirigées vers des marchés secondaires qui payaient une fraction de ce que les clients chinois avaient convenu. Le choc fut particulièrement dur au Texas, au Kansas et au Nebraska. Là, les producteurs avaient planifié chaque phase d'engraissement des mois à l'avance, finançant alimentation, vaccins et transports sur la base de contrats à terme censés garantir un flux stable vers l'Asie. Avec la disparition du client principal, l'offre est restée coincée sur place. Les prix dans les enclos ont chuté. Les acheteurs régionaux, conscients de la détresse, ont fait des offres à la baisse. Un éleveur de Kearney l'a dit sans détour, « Aujourd'hui, je vends mon bétail à perte. Demain, je ne sais pas si je pourrai payer le grain. » Le choc a parcouru toute la chaîne. Les usines de production de nourriture animale ont réduit leurs horaires.
Les compagnies de transport frigorifique ont laissé des dizaines de camions stationnés devant des silos à moitié vides. Les entrepôts frigorifiques d'Amarillo et Garden City ont affiché complet. Un transformateur du Texas Panhandle a arrêté une ligne entière. Inutile de désosser plus d'animaux si personne n'achète. Dans les comtés ruraux, les banques agricoles ont commencé à revoir les lignes de crédit saisonnières. Chaque vache non vendue alourdissait les dettes, déjà élevées après des années de sécheresse et de coûts énergétiques croissants. La politique est entrée en scène. Les États agricoles sont la colonne vertébrale de toute campagne nationale et une année électorale rime avec pression. Des délégations de producteurs se sont rendues à Washington pour réclamer une réponse diplomatique. Des sénateurs de la ceinture bovine ont exigé des compensations d'urgence et l'ouverture de nouveaux marchés. L'administration a promis un dialogue, mais Pékin n'était pas pressé. Chaque jour qui passait faisait grimper les stocks excédentaires aux États-Unis et renforçait la position chinoise à la table des négociations. Pendant ce temps, au nord de l'Asie, les voies ferrées résonnaient d'un nouveau rythme. Depuis la région russe de l'Altaï et les abattoirs de Sibérie, des trains frigorifiques traversaient la steppe vers le Xinjiang sur un corridor inauguré fin 2024. Ce lien ferroviaire, fruit d'un accord bilatéral signé en 2023 entre Moscou et Pékin, réduisait le transport de plusieurs semaines à quelques jours. L'accord incluait une reconnaissance sanitaire accélérée, des inspections conjointes simplifiées et des listes d'établissements approuvés élargies par simple notification administrative. Sans audit de plusieurs années, le dollar était exclu. Les paiements se faisaient en yuan ou en roubles via des systèmes bancaires interconnectés hors du réseau SWIFT. Quand les États-Unis ont mesuré l'ampleur de ce canal, il était trop tard. La Chine avait trouvé une alternative. En un seul trimestre, la Russie a augmenté ses exportations de viande bovine vers la Chine de plus de 300%. Ce n'était pas un palliatif improvisé. Le Kremlin avait lancé un programme de 1,1 milliard de dollars pour doubler sa production d'ici 2027, modernisant les abattoirs, agrandissant les fermes industrielles dans les zones tempérées et améliorant l'alimentation avec des grains locaux et des aliments composés importés de partenaires eurasiens. Chaque train franchissant la frontière portait un message clair: résilience conjointe face aux pressions occidentales. Pendant que la Russie accélérait, d'autres fournisseurs traditionnels se sont précipités vers l'ouverture avec des résultats mitigés. L'Argentine, embourbée dans l'inflation et les contrôles de change, offrait du volume, mais la volatilité des prix effrayait les importateurs chinois. L'Australie, en tentative de normalisation diplomatique depuis 2 ans, se heurtait encore à des inspections aléatoires qui retenaient ses conteneurs à Guangzhou et Qingdao. Le Brésil augmentait ses envois, mais une partie de sa capacité était déjà engagée auprès du Moyen-Orient et de l'Union européenne. L'Uruguay et le Paraguay proposaient-ils des niches de viande premium trop petites pour répondre à l'échelle chinoise mais utiles pour les mélanges. Dans ce contexte, l'alignement politique pesait plus que la qualité de la viande. La préférence de Pékin pour les fournisseurs aux intérêts géostratégiques convergents était manifeste. La Chine ne s'est pas arrêtée à la viande. En mars, elle a imposé des droits de douane de 10 à 15% sur plus de 700 produits agricoles américains, allant des amandes californiennes au sorgho du Midwest, en passant par le maïs, le blé, les produits laitiers transformés et le porc congelé. L'impact s'est élevé à plus de 21 milliards de dollars de commerce affecté. Ce n'était pas une vengeance émotionnelle, mais une cartographie chirurgicale dessinée sur des États stratégiques, électoralement, et des filières où les États-Unis disposaient de surplus exportables désormais piégés sur le marché intérieur. Les producteurs d'amandes ont vu les commandes chuter en Asie. Les cultivateurs de sorgho ont dû absorber une augmentation des stocks qui a comprimé les prix. Une autre manœuvre s'est opérée en silence. Les enregistrements d'exportation qui permettaient à des centaines d'abattoirs américains de vendre de la viande bovine à la Chine, nombre d'entre eux rattachés à l'accord dit phase 1, ont expiré sans renouvellement. Sans une simple signature, aux douanes chinoises, chaque établissement a été mis au silence. Certificats en suspens, audits reportés, partenaires qui ne répondaient plus au courriel. En avril, les flux de viande bovine américaine vers la Chine sont tombés à quasiment zéro. Aucune entreprise ne pouvait signer de contrats à terme sans garantie d'accès. Les banques assurancières refusaient de financer des lots sans visibilité réglementaire. Le marché s'était évaporé sans qu'un veto formel ne soit prononcé. Pour comprendre la stratégie de Pékin, il convient de suivre les traces du grain et de l'argent. Le ministère chinois du commerce a lancé une enquête exhaustive sur toutes les importations de viande depuis 2019. L'argumentaire public évoquait des préoccupations liées à la surabondance, à la traçabilité et à des prix gonflés par des pratiques oligopolistiques à l'origine. L'effet réel, un parapluie politique permettant à la Chine de moduler les quotas,
d'imposer des droits de douane ou de conditionner les certifications pour n'importe quel grand exportateur mondial. Les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, l'Australie et l'Uruguay se sont retrouvés sous le même faisceau. Une décision attendue pour l'été pouvait redessiner les hiérarchies de distribution pour la décennie. Parallèlement, la diversification alimentaire chinoise s'est accélérée. Les pois et le blé russe entraient massivement avec des tarifs préférentiels. Moscou a surpassé les États-Unis dans les exportations de blé de printemps et se préparait à ce que ces variétés d'hiver reçoivent également le feu vert. Le Brésil a intensifié ses envois de soja et de maïs. L'Uruguay a trouvé des niches premium pour des morceaux nourris à l'herbe. Le Canada a redéfini ses routes vers le Pacifique, conscient que chaque tonne expulsée des États-Unis serait accueillie en Asie si elle passait les contrôles réglementaires. L'Union européenne, confrontée à ses propres dilemmes agricoles, a commencé à explorer des fenêtres d'accès pour des coupes congelées de qualité gourmet, sachant que la demande urbaine chinoise paie volontiers un supplément pour des origines diversifiées. La reconfiguration ne s'est pas limitée aux fournisseurs. Elle a aussi transformé la monnaie lubrifiante du commerce. La Chine a accru l'usage de son système de paiement transfrontalier en yuan, le reliant à des banques russes, émiraties et latino-américaines. Les contrats à long terme incluaient des clauses de règlement en roubles ou en yuan avec des conversions préétablies, réduisant l'exposition au dollar et aux sanctions occidentales. De grandes compagnies maritimes ont commencé à proposer des tarifs cotés en renminbi. Les bourses de contrats à terme agricole de Dalian et Shanghai étudiaient la création de références liquides de viande bovine libellées en monnaie chinoise. Dans ce contexte, exporter sans compte en yuans revenait à rester sur le banc de touche. Pendant que les États-Unis faisaient le bilan des pertes, la Chine consolidait son arrière-cuisine productrice. Des investissements publics dans le Sichuan, la Mongolie intérieure et le Heilongjiang ont soutenu une hausse de 5% de la production domestique de viande bovine en 2024. Des fermes pilotes utilisaient des robots pour distribuer les rations, des capteurs surveillaient température et humidité, des puces de traçabilité étaient implantées à la naissance des veaux. Et des plateformes digitales reliaient les données sanitaires aux chaînes logistiques urbaines. Des programmes de crédit subventionnés encouragèrent les coopératives locales à accroître les troupeaux. La stratégie duale devenait claire, sécuriser les importations d'alliés fiables tout en renforçant la production interne pour amortir tout choc extérieur. Dans les ranchs du Texas, du Kansas et du Nebraska, l'adaptation est devenue une question de survie. Trouver des marchés alternatifs impliquait de briser les inerties culturelles et logistiques. L'Asie du Sud-Est consomme des morceaux différents. Fines tranches, muscles hachés et sous-produits que le marché américain délaisse souvent. L'Afrique du Nord réclame des packs stables à température ambiante financés par des mécanismes de crédit souverain. Le Moyen-Orient exige des certifications religieuses strictes. Chaque nouveau marché impose des étiquetages, pesées, programmes d'alimentation et négociations financières spécifiques. De plus, de nombreux acheteurs émergents opèrent déjà dans des réseaux où le yuan circule avec aisance. Vendre signifie ouvrir des comptes hors du système bancaire domestique, accepter des assurances émises par des assureurs asiatiques et coordonner la logistique avec des ports indépendants de Long Beach ou Houston. Les producteurs font aussi face à des exigences concernant les résidus d'hormones ou de promoteurs de croissance. La Chine avait toléré une transition progressive tant qu'elle avait besoin de volume. Maintenant que le marché est fermé, elle peut exiger des niveaux résiduels beaucoup plus stricts à toute tentative de réintégration, favorisant les fournisseurs ayant adapté leur protocole durant la dernière décennie. Ajuster l'alimentation animale et la gestion sanitaire à ces normes implique des coûts élevés et des délais souvent hors de portée pour de nombreuses exploitations endettées sans aide publique. La pression financière s'est traduite en réalités humaines. Les banques rurales ont durci les renouvellements de crédit, les fermiers locataires ont laissé pâturer leurs terres, les programmes d'assurance fédérale, invoqués comme planche de salut, se sont rapidement saturés. Dans certaines communautés, on envisage de convertir une partie du bétail en viande hachée destinée au marché interne à prix discount, sacrifiant les marges pour libérer de l'espace dans les enclos. La santé mentale des producteurs est devenue une préoccupation locale après une hausse des appels aux lignes d'aide en milieu rural. L'impact s'est étendu au secteur connexe. Les cultivateurs de maïs et de sorgho fournissant les feedlots ont vu la demande chuter. Les silos, déjà remplis grâce à de bonnes récoltes dans la zone médiane, ont subi une pression supplémentaire. Les prix ont baissé, les marges se sont comprimées, touchant des comtés entiers dont l'économie repose sur l'alimentation animale. Les transporteurs spécialisés dans les conteneurs réfrigérés ont cherché des contrats dans l'industrie pharmaceutique pour maintenir leur flotte en mouvement. Les fabricants de remorques thermiques ont reporté leur plan d'expansion. Sur la côte ouest, l'image de conteneurs revenus avec des coupes
premium sans acheteur, est devenu le symbole d'un gâchis géopolitique. Certains lots ont trouvé preneur en Corée du Sud et au Japon à prix réduit. D'autres ont été réorientés vers des services alimentaires en Europe de l'Est. Beaucoup de viandes sont retournées sur le marché américain, entraînant des promotions temporaires dans des chaînes de supermarchés qui masquaient l'origine pour éviter toute confusion chez le consommateur. L'excès a fait baisser la valeur du bétail vivant pendant plusieurs mois. Chaque chiffre de perte s'inscrivait dans une tendance plus large. Le commerce agroalimentaire mondial se politise à un rythme qui dépasse les manuels d'efficacité économique. Ce qui se décidait jadis par le prix, l'assaisonnement ou la logistique est désormais tributaire de l'alignement stratégique, de la compatibilité des systèmes de paiement, de l'interopérabilité digitale et de la résilience face aux sanctions croisées. L'acier et les semi-conducteurs ont enseigné la leçon. Aujourd'hui, c'est la protéine qui la généralise. Si rien n'est fait, le risque n'est pas simplement de perdre une part de marché pendant un an. Le danger est d'être remplacé de façon structurelle. Une fois que les menus urbains chinois intègrent des morceaux russes, brésiliens ou produits localement avec des standards acceptables pour le palais moyen, regagner du terrain exige des incitations. Lorsque les chaînes de distribution signent des contrats de 5 ans en monnaie locale avec des fournisseurs qui assurent un approvisionnement intégré en céréales et en protéines, rompre ces alliances demande plus que de simples rabais. À cela s'ajoute que la Chine encourage la consommation de protéines alternatives, mélange la viande avec des substituts végétaux et soutient la recherche sur la viande cultivée. La part de marché à conquérir dans 5 ans pourrait être plus réduite et plus compétitive que celle perdue en 2025. L'histoire offre des avertissements. Après l'épidémie de vaches folles en 2003, les États-Unis ont mis des années à reconstruire leur accès à plusieurs marchés asiatiques. Aujourd'hui, l'obstacle n'est pas la peur sanitaire, mais une refonte de l'architecture commerciale sous une logique de bloc. Dans un monde où les chaînes d'approvisionnement recherchent la redondance et où les grandes nations aspirent à une souveraineté alimentaire partielle, la dépendance envers un seul acheteur devient une faiblesse. Le virage multipolaire signifie que les parts de confiance se répartissent entre alliances qui n'occupent pas un siège dès le départ, restent debout. Il existe cependant des fenêtres d'opportunité. Les pays d'Asie du Sud-Est voient leur consommation de protéines croître. L'Afrique urbaine réclame chaque année davantage de viande transformée. L'Inde, bien que protégeant son secteur bovin pour des raisons culturelles, importe des ingrédients pour les aliments préparés. L'Amérique latine du Nord peut absorber une partie du surplus sous forme de produits industriels. Mais pour saisir ces opportunités, il faut investir dans le marketing, offrir de la flexibilité sur les découpes, obtenir des financements soutenus par les agences de crédit à l'exportation et déployer une diplomatie technique qui accompagne les conteneurs avec des certificats traduits et homologués. Il ne suffit pas d'expédier la viande et d'attendre un paiement, il faut bâtir une relation. Il est aussi possible de s'appuyer sur la technologie pour reprendre l'avantage. Des systèmes avancés de traçabilité génétique pourraient offrir aux acheteurs exigeants des garanties sur l'origine, l'alimentation et l'empreinte environnementale. Des modèles de certification climatique peuvent ajouter de la valeur à des morceaux produits avec des pratiques à faible carbone. Des programmes de coopération en matière de sécurité alimentaire pourraient relier l'aide humanitaire à des contrats commerciaux stables. Les États-Unis disposent d'une puissance scientifique et logistique pour mener ces initiatives s'ils décident de transformer la crise en plateforme d'innovation. La dimension monétaire exige de la créativité. Ouvrir des lignes de règlement en renminbi via des banques correspondantes, utiliser des chambres de compensation dans des pays tiers amicaux ou recourir à des monnaies passerelles comme le dollar canadien ou l'euro pour des transactions triangulées pourraient réduire les frictions initiales en attendant de négocier des accords plus larges. Sans mécanismes financiers adaptés, toute avancée commerciale échouera. Pendant que les stratégies se discutent, la vie dans les ranchs continue. La chaleur d'août assèche les abreuvoirs, les veaux naissent sans savoir ce qu'est la géopolitique. Les prêts arrivent à échéance. Dans les villages à rue unique, la fermeture d'un abattoir signifie moins d'emplois, moins d'élèves à l'école, moins de commerces ouverts. La guerre commerciale qui a commencé avec les véhicules électriques et s'est terminée par un blocage des steaks rappelle que les cartes économiques sont faites de personnes qui mangent, travaillent et votent. La leçon laissée par l'effondrement des exportations de viande bovine américaine vers la Chine après l'escalade tarifaire est sans appel. Au XXIe siècle, l'agriculture est de la politique étrangère, la protéine est de la diplomatie, la monnaie est une arme et l'infrastructure logistique une frontière mobile. Les pays qui anticipent cette convergence auront un accès sûr à la nourriture, au marché et aux alliances. Ceux qui réagiront trop tard découvriront
que l'efficacité productive, à elle seule, n'achète plus de sièges aux tables du commerce mondial. Si ce parcours vous a permis de voir comment un steak peut déplacer des monnaies, des votes et des frontières invisibles, et que vous souhaitez continuer à explorer les fils qui relient votre assiette à la géopolitique,